Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Walt Disney comme exemple de génie créatif, bien sûr du dessin animé. Sachez qu'il a pourtant été recalé autrefois par un employeur parce qu'il considérait que Walt Disney manquait de créativité. Et c'est donc le thème de ma vidéo. Nous allons parler de créativité ou de génie créatif et faire le lien avec la vocation. Le terme de génie renvoie au terme latin de genius qui désigne en fait une divinité tutélaire. Voilà qui est intéressant. Donc quelqu'un qui a du génie, c'est quelqu'un qu'une divinité prend sous son aile, l'inspire de son souffle divin. Donc voilà, c'est intéressant d'observer qu'il y a ce côté demi-dieu des génies. Donc ce ne sont pas des gens simples, pas des simples humains, comme tout le monde finalement. Hein. Bon. D'ailleurs, les scientifiques estiment qu'il n'y a aucune corrélation entre le génie créatif et le quotient intellectuel. Donc c'est autre chose que le quotient intellectuel. Donc ce que les créatifs auraient en commun, c'est une préférence pour la complexité et l'ambiguïté aussi. Une tolérance élevée aussi pour le désordre, ça tout le monde le sait, mais aussi une grande capacité à sortir l'ordre du chaos. L'indépendance d'esprit, ça on le sait aussi, la non-conventionnalité et une volonté de prendre des risques, car finalement, affirmer des choses originales, c'est prendre forcément un risque. J'observe que les créatifs ont souvent un cerveau qui tourne en permanence. Et c'est quasiment, je dirais, un besoin physique chez eux. Hein. Et ces personnes ne peuvent pas s'empêcher de penser, de réfléchir, de créer. On sait qu'il faut savoir sortir des sentiers battus pour exprimer une créativité, hein, d'où l'utilité du fameux désordre et aussi de la non-conventionnalité. Pour venir à la prise de risque, personnellement, ça me semble important. Tout simplement pour assumer sa singularité. Là est finalement un des gros risques dans la vie qu'on peut prendre, c'est celui d'être soi-même et d'affirmer sa différence. Alors, prenons l'exemple de ce monsieur Disney, hein, Walter Disney. Très jeune, il est passionné par le dessin. Bien, donc c'est déjà quelque chose d'intéressant à observer. La pression familiale fonctionne comme un vent contraire contre lui. Son père n'appréciant pas qu'il suive des cours de dessin. Voilà. Et moi je dis que pour un enfant, c'est pas du tout facile de faire fi de la pression des parents et Walt Disney est pourtant parvenu. Cette passion du dessin a été donc ce qu'on appelle plus fort que soi, donc plus forte que lui. D'ailleurs, on a dit qu'il avait commencé à vendre ses dessins à ses voisins dès l'âge de 7 ans, ce qui est vraiment très jeune. En tout cas, ça signifie qu'il voulait déjà utiliser son art comme média pour se faire reconnaître et être utile aux autres. Très très jeune, finalement. Pour moi, tout ça, c'est des indices, des éléments de preuve qu'il s'agit là de vocation. Car j'ai toujours trouvé que les vocations sont profondément utiles aux autres. Chaque vocation sur laquelle j'ai travaillé avait une valeur ajoutée d'utilité sociale, sociétale importante. Donc celui qui est porté par sa vocation a toujours envie de toucher les autres, de leur apporter finalement ses propres richesses. En 1919, on dit que Disney a été embauché par le journal Kansas City Star. Plus tard, il a été carrément renvoyé de ce journal. Puisque, selon son éditeur, Disney manquait de créativité et d'imagination. Et il n'avait pas de bonnes idées. Vous imaginez bien tout ça? C'était. Si des gens qui avaient dit ça avaient pu découvrir quelques temps plus tard la réalité de ce monsieur, ils auraient honte d'eux-mêmes. Hein. En tout cas, là encore, on voit que Disney a montré que son art était plus fort que lui. J'insiste sur cette chose-là. Il n'a pas intégré le jugement de son employeur, il a poursuivi la pratique du dessin. De même qu'il avait déjà fait ça autrefois par rapport à son père. Il avait résisté à la pression du père. Alors ensuite, il est passé du dessin au dessin animé, ce qui à l'époque devait être sans doute très moderne. Là encore, je vois un élément caractéristique de la vocation, car j'ai souvent observé que la pratique d'une vocation avait quelque chose de très moderne. Elle rejoint les techniques, les arts, les sciences qui sont en pointe dans la société du moment.
Disney est entrepreneur. J'imagine qu'à l'époque, le salariat n'était pas très développé. C'était un peu la même chose en France aussi, je crois. En tout cas, aux USA, il était logique de devenir entrepreneur pour gagner sa vie à cette époque-là. On dit d'ailleurs que sa première entreprise d'animation lui rapportera peu d'argent et donc ne lui permettra pas d'exploiter ses idées. Donc, il aurait pu s'arrêter là, hein, puisque c'est une affaire qui ne tourne pas. Mais il a visiblement confiance en ses talents, en sa vocation, et il est porté par une force, encore une fois, qui l'amène à persister, à aller plus loin. Voilà, ça c'est vraiment une caractéristique importante de la vocation, hein, ce côté de porter ou transporter par une force importante pour finalement toujours être, comme on dit, c'est plus fort que soi finalement. Donc il y a quelque chose qui anime ces gens-là, qui les pousse, qui les rend très acteurs, voilà. Voire qui les rend inconscients, entre guillemets. Pour prendre mon propre cas, j'ai rencontré à de nombreuses reprises des vents contraires dans ma vie. Prenons simplement le jour où j'ai eu l'idée de mener de l'accompagnement personnalisé one-to-one, ce qu'on a appelé ensuite le coaching. Aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème, tout le monde fait ça. Mais lorsque j'ai démarré ça, c'était en 91, et à cette époque, c'est pas du tout une mode. Ajoutons en plus, je voulais y mettre une dimension humaniste, qui se traduisait notamment par une décision de commencer ce projet dans une instance publique. C'était ma condition pour démarrer ce projet. À cette époque-là, je me souviens avoir rencontré une professionnelle d'une grande administration territoriale qui m'avait dit que l'idée était intéressante, mais elle me disait que j'étais 10 ans d'avance sur mon temps. J'ai quand même poursuivi mon idée. J'ai rédigé un projet professionnel basé sur le développement de cette idée-là. Étant dans mon esprit dans une démarche entrepreneuriale, je décide de suivre un séminaire dont le thème était « Valider votre projet entrepreneurial ». Ce séminaire a duré 5 jours et avait des professionnels qui analysaient les projets des participants. On était un groupe de 8 participants. À l'issue du séjour, tous les professionnels et tous les participants ont invalidé mon projet à 100%. Donc à partir de là, j'ai analysé quand même les critiques, il ne faut pas être autiste, hein, mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas de nature à m'arrêter dans mon élan. Ça ne m'a pas convaincu finalement. Fort heureusement, car moins d'un mois plus tard, je parvenais à mon objectif de vendre mon projet à une collectivité territoriale où j'ai complètement d'ailleurs déroulé et développé mon projet. À l'époque, je ne savais pas encore qu'il s'agissait de ma vocation, mais je ressentais quand même une force considérable pour finalement aider chacun à trouver ce qu'il avait, entre guillemets, vocation à être ou à faire. Mais j'appelle ça le développement des potentiels. Et c'était en 2006 finalement que j'ai commencé à mettre ce nom de vocation sur cette activité. Finalement, la créativité, pour moi, rejoint la vocation car cette dernière permet d'exprimer ce en quoi on est le plus innovant dans la société finalement. Donc, muni de sa propre vocation, on peut devenir un génie créatif et tout le monde peut le devenir. J'ai lu aussi que les créatifs étaient capables d'une plus grande introspection, ce qui leur offrirait une plus grande connaissance de soi. C'est sans doute vrai. J'ai aussi lu que là où les génies créatifs étaient capables de jongler avec les modes de pensée, pour qui la plupart des gens sont contradictoires, la réflexion, l'émotion, la délibération et la spontanéité, etc. Donc finalement, les génies créatifs n'ont pas de problème avec la contradiction. Je dirais même qu'ils s'en nourrissent. La contradiction nourrit leur curiosité. Dans la vie courante, on considère souvent que la créativité est un don, un don qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, mais de mon point de vue, c'est un peu vrai, surtout si la créativité est reliée à la vocation. Au passage, notons que le point commun entre la notion de don et la notion de vocation, c'est quoi? Et dans le premier comme dans le second, observez bien, c'est qu'il s'agit d'une force qui nous viendrait de l'extérieur, qui est très mystérieux, n'est-ce pas? Donc dans le don, quelque chose, donc quelqu'un nous a mis dans les mains, quelque chose d'unique et de précieux, et dans la vocation, on est appelé, vocaré, mais en plus demander par qui ou par quoi. Même si la réponse est, comme on dit parfois, la fameuse petite voix intérieure, c'est quand même un appel qu'on reçoit de quelqu'un, malgré tout. Alors, qui ou quoi? Ça nous ramène donc à la réflexion sur le génie créatif. Bien sûr,
tout peut s'apprendre dans la vie, on peut tout faire, hein, mais on n'est pas doué sur tout, ça c'est sûr et certain. On n'a pas de don et de vocation sur tout. On a un don et une vocation pour quelque chose sur laquelle on va exceller. Et on n'excelle pas sur tout. Autre caractéristique des personnes qui entretiennent la créativité de leur vocation, j'observe qu'ils sont souvent très investis, donc très travailleurs. Mais pas par goût, par un esprit staccanovien, non, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Le proverbe dit, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Donc eux-mêmes ne vivent pas leur travail comme un dur labeur, hein, pas du tout. Hein, c'est un plaisir finalement. Bon, bien sûr, on les voit déployer des trésors d'énergie, mais c'est plutôt par passion et surtout pas par obligation. Hein, on parle aussi d'une règle, la fameuse règle des 10 000 heures. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est une règle sur laquelle on arrive à la maîtrise quasi parfaite d'un sujet ou d'un domaine à partir du moment où on a travaillé pendant 10 000 heures. Eh bien, cette règle est applicable à la vocation, car in fine, l'envie d'exploiter sa vocation étant permanente et très durable, on parvient assez vite à consacrer énormément de temps, ce qui nous amène non seulement à exprimer notre vocation, mais aussi à augmenter singulièrement notre valeur ajoutée, notre utilité, y compris bien sûr économique. En tout cas, pour en revenir et finir cet exposé sur le personnage de Walt Disney, c'est probablement parce qu'il était animé par une vocation à toute épreuve qu'il a franchi tous les obstacles, l'amenant du plus haut niveau du dessin animé. Voilà, notez au passage, il s'agit de dessin animé, donc il a mis de l'âme dans son dessin finalement. Il est donc fondamental de cheminer tout au long de ce parcours d'obstacles, il s'agit bien d'un parcours d'obstacles. Et je crois qu'aucun génie créatif n'a eu la vie facile. Il a réussi parce qu'il a appris appui sur chacun des obstacles pour aller de l'avant. Alors est-ce quelque chose de douloureux, de pénible? Alors certes, c'est pas facile, mais on pourrait dire que la douleur ou pseudo-douleur est largement compensée par l'envie ou le plaisir qu'elle procure. Voilà tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui pour le lien entre la créativité ou le génie créatif et la vocation, en citant en exemple ce monsieur Walt Disney qui a fait le bonheur de tous les enfants, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, ce qui est vraiment une prouesse. Voilà, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres, évidemment. Je vous dis à bientôt.